C'est un cours très intéressant. C'est l'insuffisance cardiaque globale. D'accord. Donc, on va commencer. Comme vous voyez dans l'image, je pense que vous avez déjà une idée sur la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque. D'accord. Donc, pour le plan, ça sera un peu différent de ce que vous voyez quotidiennement. Bon, on va commencer par l'introduction. L'insuffisance cardiaque aiguë et chronique, mais on va nous concentrer surtout sur l'insuffisance cardiaque chronique. Après, on va voir la physiopathologie et on va enchaîner directement avec le traitement parce que c'est la partie la plus importante. Puis, on va voir brièvement les signes et les symptômes de l'insuffisance cardiaque, les étiologies, comment faire le diagnostic en urgence, bien sûr, et on va voir après l'évolution et le pronostic. Mais s'il vous plaît, je veux que vous concentrez bien sur la physiopathologie et le traitement parce que c'est la partie majeure de la présentation. Alors, pour l'introduction, l'insuffisance cardiaque, également appelée insuffisance cardiaque congestive, est une condition médicale caractérisée par l'incapacité du muscle cardiaque à pomper efficacement le sang pour répondre aux besoins du corps. Il résulte souvent d'une altération de la fonction cardiaque due à des maladies cardiaques sous-jacentes telles que l'hypertension artérielle, les maladies coronariennes, les troubles des valves cardiaques ou d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. D'un point de vue scientifique, l'insuffisance cardiaque implique un débit cardiaque inadéquat pour fournir suffisamment d'oxygène et de nutriments aux organes et aux tissus, entraînant ainsi une série de symptômes, notamment une fatigue excessive, une dyspnée, une rétention de liquide, une diminution de la tolérance à l'exercice, une altération de la fonction cardiaque globale. Cette condition peut toucher le côté gauche, le côté droit ou les deux côtés du corps, ce qui influe sur la circulation sanguine dans le corps. Tout cela, ça va être plus simplifié et bien sûr en détail sur les prochains diapos. D'accord. On a deux types. On va parler brièvement de l'insuffisance cardiaque aiguë et on va nous concentrer sur l'insuffisance cardiaque chronique parce que c'est la plus fréquente. Alors, pour l'insuffisance cardiaque aiguë, elle peut prendre plusieurs formes qui peuvent être intriquées. Généralement, vous allez la rencontrer dans un terrain d'urgence. Donc, on aura un œdème aigu du poumon. Alors, le patient présente une détresse respiratoire sévère avec des crépitants ou des sibilants bilatéraux. Ce n'est pas notre sujet, c'est un cours à part. Mais généralement, l'insuffisance cardiaque, ça peut être trouvé en cas d'œdème aigu pulmonaire, dans un choc cardiogénique, bien sûr, c'est successif à l'œdème aigu du poumon. C'est juste une pression artérielle systolique moins à 90, avec des signes de bas débit périphérique et des signes congestifs pulmonaires se développant rapidement. D'accord. Donc, aussi une décompensation ou aggravation d'une insuffisance cardiaque chronique déjà connue, surtout les sujets âgés qui ont des tares, les diabétiques, les hypertendus, etc. Et bien sûr, les gens qui ont des maladies, des cardiopathies d'enfance. Bon, l'aggravation le plus souvent progressive avec des signes congestifs périphériques, des œdèmes des membres inférieurs et bien sûr des signes congestifs pulmonaires, on aura l'œdème pulmonaire, plus ou moins associé à des signes d'hypoperfusion périphérique. On a aussi l'insuffisance cardiaque liée à une poussée hypertensive, bien sûr, en cas d'une poussée hypertensive. On a le signe majeur, c'est comment ça? Alors, une minute. Alors, excusez-moi. Bon, pour l'insuffisance cardiaque liée à une poussée hypertensive, c'est surtout lié à l'augmentation de la post-charge. Et qui dit augmentation de la post-charge, le cœur doit fournir beaucoup d'efforts pour arriver à pomper un volume d'éjection efficace. Mais à un certain temps, le cœur, bien sûr, c'est un muscle qui va s'épuiser et on aura par la suite une insuffisance cardiaque. Brièvement. Bon, on a aussi une insuffisance cardiaque liée à une poussée ischémique, bien sûr l'infarctus du myocarde qui va donner une akinésie des muscles cardiaques et ça va aboutir à une insuffisance cardiaque. Toutes ces formes-là sont des formes vraiment graves. On a aussi l'insuffisance cardiaque droite isolée, bien sûr en cas d'embolie pulmonaire. Bon, on va passer
par la suite à l'insuffisance cardiaque chronique. C'est la partie la plus grande. Donc, on va classer d'abord. Généralement, on a des guidelines de 2021 et ce sont les mêmes, ils sont déjà actualisés. On a une base de 2023 et ce sont les mêmes. Bon, on classe le type d'insuffisance cardiaque en fonction du degré d'altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Bon, on a trois classes. L'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, à fraction d'éjection moyennement réduite et bien sûr à fraction d'éjection préservée. Ces trois classes sont très importantes parce que chacun a une propriété. Bon, pour la fraction d'éjection réduite, elle est définie par une fraction d'éjection moins de 40%, anciennement appelée systolique. On va voir pourquoi par la suite. Insuffisance cardiaque moyennement réduite, elle est définie par une fraction entre 40 et 49%. C'est une forme intermédiaire entre la réduite et la préservée. Et bien sûr, on a l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, c'est défini par une fraction supérieure à 50%, anciennement appelée une insuffisance cardiaque, surtout diastolique. D'accord. Bon, à noter, on a des signes cliniques qui sont spécifiques à chaque insuffisance cardiaque. Pour notre cours, on va entamer l'insuffisance cardiaque globale, donc on va voir les deux. On peut avoir une insuffisance cardiaque gauche isolée, insuffisance cardiaque droite isolée, et bien sûr, on peut avoir les deux en même temps. Mais la plus fréquente, c'est l'insuffisance cardiaque gauche. C'est la plus grave, bien sûr. Bon, on a l'insuffisance cardiaque gauche, elle prédomine par des signes congestifs pulmonaires, surtout pulmonaires, c'est l'œdème aigu du poumon, les crépitants, etc. Donc, si tu as par exemple une insuffisance cardiaque gauche, tu n'auras pas une installation des œdèmes périphériques au début. C'est surtout l'œdème aigu du poumon. On a aussi l'insuffisance cardiaque droite, elle prédomine par des signes congestifs veineux, surtout veineux, la turbulence jugulaire, les reflux hépatojugulaires, les œdèmes périphériques, etc. Je pense que vous arrivez à faire la différence entre les deux. Et bien sûr, en cas d'association de signes d'insuffisance cardiaque gauche et droite, on parle d'une insuffisance cardiaque globale. Et c'est ça le problème, parce que parfois, on aura le patient, il a déjà des tares, il est diabétique, non équilibré, il a une hypertension artérielle non suivie, donc il peut développer par la suite une insuffisance cardiaque globale. Et dans un terrain d'urgence, c'est difficile de faire la différence et de dire que c'est une insuffisance cardiaque gauche ou droite, parce que tu auras les deux signes en même temps, et parfois tu auras une installation des signes droite plus que les signes d'insuffisance cardiaque gauche. Mais ça, c'est... à ce que je pense, c'est l'affaire du cardiologue. Si tu arrives juste à poser des diagnostics ou à faire une suspicion d'une insuffisance cardiaque, tu as fait tout le travail. Parce que le reste, c'est pas vraiment grand-chose. D'accord. Alors, maintenant, on a passé tout. Ce qui présente, c'est juste une introduction. Il y avait beaucoup de trucs à voir, mais pour la physiopathologie, c'est la plus importante. On va commencer par les facteurs qui déterminent le débit cardiaque. Vous avez déjà la définition de l'insuffisance cardiaque. C'est une indication à donner un débit cardiaque efficace pour les tissus. Donc, c'est ça le problème majeur. Donc, on va voir quels sont les déterminants du débit cardiaque. C'est ça la partie la plus importante. Bien sûr, on aura les mécanismes de l'insuffisance cardiaque et gauche, comment ils vont s'installer. Et bien sûr, vous savez bien que lorsqu'on a une pathologie, quelle que soit la pathologie, notre corps, il essaie de défendre. Et il n'attend pas. Donc, il y aura toujours des mécanismes compensateurs de cette insuffisance, soit cardiaque droite, soit gauche, soit globale. Et on va voir par la suite que ces mécanismes compensateurs, on va aboutir à un cercle vicieux. Donc, quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque, c'est très, très important qu'il aura un suivi. On ne peut pas utiliser juste ces mécanismes compensateurs. Mais on va voir par la suite. Bon, on va commencer par les facteurs déterminant le débit cardiaque. Mais s'il vous plaît, je vais vous poser des questions pour que le cours soit un peu interactif. Quelques petites questions pour bien comprendre et bien se focaliser sur cette partie.
D'accord? Donc, les facteurs déterminant le débit cardiaque. Alors, on sait bien que le débit cardiaque, c'est le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Donc, on a deux paramètres. Le volume, donc la volémie, on a aussi la fréquence cardiaque. Donc, la vitesse des battements cardiaques. Bon, on va commencer par... Vous savez, pour la fréquence cardiaque, c'est un truc hormonal, donc c'est le système sympathique. On n'a que ça. Mais pour le volume d'éjection systolique, on a plusieurs paramètres. Donc, on va focaliser sur celle-là. Donc, pour le volume d'éjection systolique, qui dit un volume d'éjection systolique, c'est surtout la précharge, parce que c'est le volume télédiastolique qui va être éjecté. Donc, ces deux, ils sont liés. Donc, si on a un volume télédiastolique, ça veut dire le volume télédiastolique, c'est le volume que contient le cœur à la fin de la diastole. Donc, c'est le volume qui va être éjecté, bien sûr. Ce n'est pas tout le volume, parce qu'il y a toujours un résidu physiologique après la systole, mais en cas d'insuffisance cardiaque, bien sûr, ce volume résiduel, il va être plus augmenté à cause de plusieurs paramètres. Donc, pour le volume d'éjection systolique, quand vous entendez un volume d'éjection, vous allez le lier avec le volume télédiastolique, et qui dit volume télédiastolique dit précharge. C'est ça la précharge. D'accord? Donc, ça va nous ramener à la loi de Starling. C'est quoi la loi de Starling? La loi de Starling, brièvement, il faut comprendre que jusqu'à un certain degré de dilatation, le volume d'éjection systolique du VG augmente avec la dilatation du ventricule gauche. Ça veut dire quoi? Que le cœur, c'est un muscle. On a des fibres d'actine et de myosine qui sont liées entre les deux et qui donnent des dilatations et des contractions. Bien sûr, plus que la contraction, plus que la dilatation est grande, plus que la contraction, ça sera plus efficace. Mais vous savez qu'à un certain degré, بحال إلا شدينا واحد لاستيك vous comprenez بحال شدينا واحد لاستيك وجريناه بزاف ça va donner un choc plus ample. Mais إلا جرينا داك لاستيك بزاف à un certain moment la dilatation ديالو ça sera moins efficace. Donc d'après la loi de Starling, on a à un certain degré, on dépasse ce degré de dilatation, qu'est-ce qui va passer? Les fibres d'actine et myosine qu'on a sur les muscles, ils vont être dissociées. Ça veut dire, même si la dilatation est plus grande, le volume d'éjection systolique, ça veut dire la contraction de ces muscles, des fibres d'actine et de myosine, ils vont donner une contraction non efficace. Ça veut dire moins que. Donc, il faut savoir comment j'arrive à mémoriser ce point-ci. Je me dis que le cœur, on a une partie physiologique compensatrice et une partie pathologique qu'on ne peut pas compenser. Comment ça se passe? Donc, si par exemple on veut augmenter la volémie ou quoi que ce soit, ou là où on a une augmentation de la volémie, on aura toujours une dilatation physiologique. Ça veut dire que le cœur, il arrive à résister, il arrive à se dilater bien se dilater pour qu'il donne une contraction, une certaine contraction plus efficace. Mais à un certain degré, si on dépasse un seuil, on passe à la pathologique et on n'est plus dans le physiologique. Je pense que c'est clair. Si vous pouvez me confirmer dans les commentaires pour que j'arrive à passer à l'autre point, s'il vous plaît. Je vais voir. Quelqu'un confirme pour que je passe. Sinon, si vous avez une question, si vous n'avez pas compris ce point, c'est très, très intéressant. Très important. J'arrive à voir les commentaires. Bon. D'accord, je continue. Très bien. Alors, vous mémorisez, s'il vous plaît, ce premier point-là. Après, on va passer pour le deuxième paramètre. C'est la contractilité myocardique ou l'inotropisme. Alors, je pense que c'est très clair. Si on a une contractilité myocardique ou un inotropisme qui est
inefficace, bien sûr que le volume d'éjection systolique, ça va être diminué. Donc, c'est un problème de contraction. Alors, pour le premier paramètre, on a parlé du volume, de la loi de Starling, de la dilatation, le lien entre les deux, et moi aussi la contractilité myocardique. Très bien. Alors, cette contractilité elle est sous la dépendance du système sympathique bêta-adrénergique. Très bien. Et bien sûr, on a la post-charge. La post-charge, c'est très important. Donc, on a trois paramètres à mémoriser. On a la pré-charge, on a la contractilité myocardique, et on a bien sûr la post-charge. Je vais expliquer un peu la post-charge. Généralement, si tu as un mur devant toi et tu veux le briser ou quoi que ce soit, il te faut un effort énorme. Donc, il te faut du matériel, il te faut pas mal de choses. C'est ça la post-charge. En fait, c'est un mur contre l'éjection systolique. C'est ça, c'est la pression. C'est la pression qui est c'est la pression systémique qui va être comme un mur contre le volume d'éjection systolique. Bon, il est représenté par l'obstacle à l'éjection du ventricule. Il dépend surtout des résistances artérielles. Donc, on a une post-charge du ventricule droit, on a une post-charge du ventricule gauche. Donc, ça veut dire qu'on a une pression qui règne dans l'aorte, et bien sûr, on a une pression qui règne dans l'artère pulmonaire. Donc, la post-charge, elle diffère du ventricule droit et du ventricule gauche, mais ça reste le même principe. Donc, s'il vous plaît, j'ai terminé avec les facteurs qui déterminent le débit cardiaque. J'ai pris un peu de temps dans cette diapositive parce que c'est très important. Un point clair que les facteurs qui déterminent, c'est la précharge. Hein? Je vais poser quelques questions après cette diapo, s'il vous plaît. Un peu, restez avec moi. Alors, 1, c'est la précharge. 2, c'est la contractilité myocardique. Et 3, c'est la post-charge. Très bien. Bon, maintenant, on va parler des mécanismes de l'insuffisance cardiaque, droite et gauche. Comment ces mécanismes, comment cette insuffisance cardiaque droite et gauche, elle va s'installer. Très bien. Bon, on va commencer par l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Pardon. Et c'est la plus grave, bien sûr, c'est une altération de la fonction systolique. Alors, comment? C'est-à-dire une diminution de la force de contraction du myocarde. Elle est due à une altération directe de la contractilité. Alors, soit par un infarctus de myocarde, soit quelqu'un qui prend des toxiques, quoi que ce soit. Ça peut être bien sûr médicamenteuse et iatrogène. Et surtout, l'infarctus du myocarde parce que c'est une urgence. Donc, ça donne directement une akinésie et ça va altérer directement la contraction du myocarde. D'accord. Alors, il existe alors une baisse du débit cardiaque, une augmentation des pressions de remplissage. C'est cette augmentation qui est responsable des signes congestifs. Donc, tu auras une augmentation du débit, en fait, une diminution du débit cardiaque, tu auras des signes congestifs, tout ce qui est dans le ventricule gauche, il va se concentrer à un certain moment, tu auras des signes congestifs au niveau des veines pulmonaires et tu auras par la suite un œdème aigu du poumon. Donc, le paramètre, pardonnez-moi, donc je vous pose une question, quel est le paramètre touché? Pour le paramètre touché dans ce mécanisme, on a parlé des trois, on a parlé de la précharge, on a parlé de la post-charge et on a parlé de la contractilité. Quel est le facteur qui détermine surtout l'insuffisance cardiaque réduite? Alors, répondez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, pour que j'arrive à continuer. D'accord, la contractilité, très bien. Parfait. D'accord. Donc, j'arrive à continuer. Donc, on a le paramètre le majeur, c'est la contractilité. Bien sûr, les autres paramètres, ils sont touchés, mais pas d'une façon directe. C'est par la suite. Mais au début dans la fraction d'éjection réduite, c'est la contractilité qui est touchée au premier lieu. Et bien sûr, le volume d'éjection. On a déjà dit que le volume d'éjection, ça va être diminué parce que si on a un problème de contractilité, le volume d'éjection, il va être diminué. Ça veut dire le volume télédiastolique, on aura un volume télédiastolique, mais un volume après la systole, le volume résiduel, il va être augmenté un peu, jusqu'à signe congestif. Donc, le volume d'éjection systolique va être diminué, et bien, donc diminution de la précharge, et bien sûr,
on aura un problème de contractilité. Ces deux points sont très intéressants. Après, on va parler de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection du VG augmenté, en fait, préservé. C'est l'altération de la fonction diastolique. Alors, comment ça se passe? Altération de la fonction diastolique, et il y a une altération de la relaxation diastolique du ventricule gauche. Vous arrivez à imaginer quelles sont les pathologies qui vont donner un problème de relaxation du ventricule gauche et à une mauvaise compliance du myocarde en diastole. Un problème de relaxation et un problème de compliance. Très bien. Alors, les pressions de remplissage augmentent alors et se traduisent par des signes physiques ou cliniques d'insuffisance cardiaque. D'accord? Cette altération de la fonction diastolique est retrouvée le plus souvent dans l'HVG, soit cette HVG, soit elle est congénitale ou quoi que ce soit elle est secondaire à un rétrécissement aortique, des cardiopathies hypertensives, quoi que ce soit. Et bien sûr, si on a l'infarctus, si on a les cardiomyopathies hypertrophiques et restrictives. Donc, je vous pose la question, quel paramètre est touché dans cette pathologie? Quel paramètre? 1, 2 ou 3? Alors, je vois une question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on voit par la pression de remplissage? La post-charge, d'accord. Non, ce n'est pas la post-charge. Alors, pour les questions, je vais répondre après la fin du diapo. Alors, je vais réexpliquer un peu ici. En fait, c'est le premier paramètre, c'est la précharge. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'altération de la fonction diastolique est liée à une altération de la relaxation. Et qui dit relaxation, on parle de la diastole. Donc, tu as un problème de relaxation, tu as un problème de compliance. Alors, lorsque le volume on a un problème au niveau du volume télédiastolique, on n'a pas une relaxation efficace du muscle cardiaque pour que le cœur soit rempli efficacement, pour avoir un volume télédiastolique efficace. Et quelles sont ces pathologies? Par exemple, l'HVG. Si tu as une hypertrophie du ventricule gauche, tu auras une augmentation de l'épaisseur du cœur, ce qui va diminuer l'espace de remplissage du cœur, bien sûr, parce que tu n'as pas une dilatation, mais tu as une HVG, tu as une hypertrophie du ventricule. C'est l'augmentation de l'épaisseur. Et si tu augmentes l'épaisseur du muscle, l'épaisseur de la paroi, tu auras une diminution de l'espace en dedans. Du coup, tu auras un problème de remplissage ventriculaire. Donc, ce n'est pas vraiment la post-charge. La post-charge, tu peux dire que c'est à l'extérieur. C'est après que le volume télédiastolique, après le volume télédiastolique, que ça soit rempli. Donc, c'est le volume télédiastolique qui va être poussé. Donc, quand tu vas pousser ce volume, qu'est-ce que tu vas trouver devant toi? Tu vas trouver un mur. Est-ce que ce mur, il est difficile à briser ou non? C'est ça la post-charge. Mais dans ce contexte d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, tu as surtout un problème de relaxation. Il faut juste comprendre la définition et tu vas lier les choses. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Exactement, le volume télédiastolique puis le volume télésystolique. Est-ce que c'est clair ou non? Alors, j'ai parlé. Ici, c'est surtout le premier paramètre. Comme on a dit que le premier paramètre, c'est la précharge. Donc, c'est le volume télédiastolique. Donc, si tu as un problème de diastole, tu auras automatiquement un problème de remplissage. D'accord? Un point pas vraiment intéressant, mais l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée peut être pure et entraîner d'authentiques œdèmes pulmonaires, parfois associés à une insuffisance cardiaque droite importante. Par ailleurs, chez tout patient présentant une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, il existe une altération de la fonction diastolique associée. Donc, si tu as une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, ce n'est pas vraiment le premier lieu à avoir une fraction d'éjection, en fait, une altération de la fonction systolique. Mais si tu as une altération de la fonction systolique, il y aura presque toujours, une altération de la fonction diastolique associée.
Alors, on va passer au troisième plan. C'est l'augmentation de la post-charge réduit le volume d'éjection systolique. Ses principales causes, c'est l'hypertension artérielle, le rétrécissement aortique, les cardiomyopathies restrictives pour le ventricule gauche, l'embolie pulmonaire, l'HTAP pour le ventricule droit. Alors, c'est quel paramètre qui va être touché ici, s'il vous plaît? Répondez-moi aux commentaires. Quel paramètre ça va être touché? Exactement. La post-charge. Comme j'ai dit que la post-charge, c'est un obstacle. C'est un obstacle au volume d'éjection systolique. Donc, qu'est-ce qui va augmenter ces post-charges? C'est l'hypertension artérielle. Comme j'ai dit, la post-charge, c'est lié automatiquement à la pression systémique. Donc, tu auras une hypertension artérielle qui va augmenter la post-charge, un rétrécissement aortique, bien sûr, c'est un rétrécissement des valves aortiques. Donc, tu as un rétrécissement, les valves ne vont pas ouvrir. Donc, le cœur il doit fournir beaucoup d'efforts pour que le volume d'éjection passe de ces valves. Bien sûr, les cardiomyopathies restrictives, ou bien sûr, au cas de ventricule droit, la partie droite, on a l'embolie pulmonaire et l'hypertension artérielle pulmonaire. On ne va pas passer. On ne peut pas rester ici longtemps parce que ce n'est pas notre sujet, mais il faut juste mémoriser que l'insuffisance cardiaque droite et gauche elle est influencée par les paramètres qu'on a vus au début. On a vu la précharge, la post-charge et la contractilité myocardique. Donc, généralement, ici, c'est la physiopathe. Pourquoi j'insiste sur cette partie? Parce que c'est la base du traitement. Si vous arrivez à comprendre cette partie-là et cette partie-là, vous allez comprendre directement le traitement. Et c'est ça la base. Pour les signes cliniques, ce n'est pas grand-chose. Vous allez voir par la suite. Alors, excusez-moi, j'avais une question ici. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut dire par la pression du remplissage? Bon, alors on avait le pression de remplissage. Excusez-moi. Bon, généralement, quand tu as une pression de remplissage, ça veut dire une pression de remplissage ventriculaire. Quelle est la pression dont tu as besoin pour remplir un ventricule et pour éjecter ce volume? Donc, par exemple, tu auras une pression entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Lors de la systole auriculaire gauche, par exemple, il faut avoir une pression augmentée au niveau de l'oreillette gauche par rapport au ventricule. Donc, si tu auras une systole, tu es dans la diastole auriculaire, tu auras par la suite une systole ventriculaire. Et la systole ventriculaire, c'est l'éjection. Donc, le volume qu'on a dans le ventricule gauche, ça va être diminué parce qu'il va être vidé. C'est le volume télésystolique. Et par la suite, pour que le sang passe de l'oreillette gauche au ventricule gauche, il faut avoir une différence de pression augmentée entre les deux. Donc, par exemple, tu peux avoir une pression de 11 mm de mercure au niveau de l'oreillette gauche et une pression de 7 mm de mercure au niveau du ventricule gauche, lors de la systole ventriculaire et lors de la diastole auriculaire. Et c'est ça on sait qu'on passe toujours de la partie qui a la plus grande pression à la partie la moins grande pression. Donc, on va passer la troisième partie, les mécanismes compensateurs. Ici, vous allez bien comprendre pourquoi ces mécanismes compensateurs ils n'arrivent pas à vraiment compenser ce qu'on a dans l'insuffisance cardiaque, mais ils arrivent à aggraver la situation. Et c'est ça le point clé. Ils arrivent à aggraver la situation. Donc, si vous ne comprenez pas ce qu'on a fait dans les dernières diapos, c'est difficile de comprendre cette partie. Et je vais simplifier le plus possible. D'accord. Très bien. Excusez-moi. Alors, ces mécanismes compensateurs, ils permettent pendant longtemps de maintenir une oxygénation correcte des tissus. Donc, par quel mécanisme? Le but déjà, c'est de maintenir un débit systémique correct au cours de l'insuffisance cardiaque. C'est le débit cardiaque.
par définition. Exactement. Donc, pour ne pas perdre beaucoup de temps, je vais continuer. Alors, on a déjà le débit cardiaque. Ces deux équations sont très importantes. On sait que le débit cardiaque, c'est le volume d'éjection fois la fréquence cardiaque. On a déjà expliqué les paramètres. Et bien sûr, on sait que la pression artérielle, la pression partielle ou la pression artérielle systémique, c'est le débit cardiaque fois les résistances périphériques totales. Exactement. Donc, on a des résistances périphériques par rapport au débit cardiaque. Bon, moi, je vous pose une question. Si vous arrivez à me répondre, quels sont ces paramètres qui vont jouer le rôle pour, euh, pour compenser, pour compenser ce problème d'insuffisance cardiaque, d'après ces équations-là? Donc, on a le débit cardiaque, donc soit il est diminué, soit on va augmenter le volume d'éjection systolique, et soit on va augmenter la fréquence cardiaque. Et tout ça, c'est n'est pas au niveau périphérique ou au niveau je ne sais pas quoi, mais c'est au niveau cardiaque. Et bien sûr, pour la pression artérielle, alors vous savez très bien que lorsqu'on a un débit diminué, les tissus ne sont pas bien irrigués, ne sont pas bien oxygénés. Donc, pour accomplir l'objectif principal d'oxygéner les tissus, donc le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter la pression artérielle. Parce que même si tu as un débit cardiaque diminué, si tu augmentes la pression artérielle, tu vas équilibrer. D'accord? Donc, comment ça va passer? Alors, tu as une pression artérielle, tu as un débit cardiaque et tu as une résistance périphérique totale. Alors, si le débit cardiaque diminue, pour compenser la pression artérielle, il faut augmenter la résistance périphérique totale. Et c'est ça la pression artérielle qui va être augmentée. Ce sont les résistances au niveau périphérique. Donc, tu as une compensation cardiaque au niveau cardiaque parce que le débit, c'est le volume d'éjection fois la fréquence cardiaque. Donc, soit tu vas augmenter le volume d'éjection, soit tu vas augmenter la volémie, ou tu vas augmenter la fréquence cardiaque. Ou au niveau périphérique, soit si on a une diminution du débit cardiaque, et c'est ça la définition de l'insuffisance cardiaque, tu auras une augmentation des résistances périphériques totales. Cette augmentation, ça va laisser un équilibre de la pression artérielle qui va laisser une oxygénation plus ou moins efficace pour oxygéner les tissus. Et c'est ça le but. Je pense que c'est clair. Donc, on va passer. On aura comment ces mécanismes compensateurs, comment ça fonctionne. Et c'est ça la partie la plus importante. Alors, on a bien sûr la fréquence cardiaque. Vous savez très bien que si on augmente la fréquence cardiaque, on va augmenter le débit. C'est une réaction du corps. On ne peut pas le blâmer. À chaque réaction, tu auras une interaction. Donc, tu as un débit cardiaque diminué, le corps il va augmenter la fréquence cardiaque. C'est très simple que ça. Donc, par le biais, bien sûr, des catécholamines et des hormones androgéniques, adrénergiques, s'il vous plaît. Donc, tu as une augmentation de la fréquence cardiaque par les catécholamines. Alors, c'est hormonal, mais à effet cardiaque. Et bien sûr, le remodélage ventriculaire. C'est ça, on va prendre un peu de temps. Alors, je vous ai déjà dit que la loi de Starling, c'est quoi? Plus que la dilatation augmente, plus que la contraction, ça va être plus efficace. Et si la contraction est plus efficace, donc le volume d'éjection, ça va être plus augmenté. Et c'est ça le remodelage ventriculaire. On a deux paramètres. On a la dilatation ventriculaire. D'après la loi de Starling, on aura une augmentation de la dilatation qui va donner par la suite une augmentation de la contraction. Donc, le cœur, il va augmenter la dilatation un peu pour donner une contraction plus efficace. Et bien sûr, on aura la loi de Laplace. Comment ça se passe? Je vais expliquer brièvement. D'accord, la loi de Laplace, c'est la tension pariétale. C'est la pose-charge fois le diamètre du VG sur l'épaisseur de la paroi. Donc, généralement, tu as une tension pariétale. Elle est
les paramètres qui influencent cette tension pariétale, c'est la post-charge, alors l'obstacle, le diamètre du ventricule gauche, bien sûr, tout, c'est ça le diamètre. Et bien sûr, on a l'épaisseur de la paroi. Lorsque je dis épaisseur, c'est l'hypertrophie du ventricule gauche. Ça veut dire que ça peut être juste par l'hypertrophie, touché par l'hypertrophie. Et on a bien sûr le diamètre. Et qui dit diamètre pense à la dilatation. Et on a bien sûr la post-charge. Alors, comment ça se passe? Le but, c'est diminuer la post-charge en diminuant la tension pariétale. Alors, pourquoi on dit ça? Le remodelage ventriculaire, déjà, on a dit que le problème, parmi les facteurs qui déterminent ces facteurs de compensation, etc., on a parlé de la post-charge. Donc, on a un débit cardiaque diminué. Donc, soit le volume d'éjection, il est atteint. On n'arrive pas à pomper un débit suffisant de sang, contre un obstacle, bien sûr. Donc, comme réaction du cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Le cœur, il va diminuer, notre cœur, il va diminuer la post-charge pour que l'éjection, ça sera plus efficace. C'est ça le principe. Diminuer la post-charge pour que le débit soit efficace. Et comment diminuer la post-charge? Bien sûr, on va influencer cette épaisseur-là. Donc, on va diminuer la post-charge en diminuant la tension pariétale. Ici. Et comme un point clé, la post-charge elle est diminuée lorsque l'épaisseur de la paroi est augmentée. Vous pouvez analyser cette équation après. Bon, ici, tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai expliqué, d'accord? HVG, augmentation de la contractilité. D'accord. Alors, comme j'ai expliqué, on a les paramètres cardiaques. Donc, on a les mécanismes de compensation cardiaque. On a donné chaque explication, comment le cœur il va réagir. Mais il faut comprendre que tous ces mécanismes, ils vont juste aggraver la situation. Comment? Alors, je vous pose une question, s'il vous plaît, répondez-moi rapidement. Pourquoi l'augmentation de la fréquence cardiaque, ça va altérer la situation et ça va donner un problème au niveau cardiaque? Alors, si vous arrivez à raisonner, ce n'est pas assez facile, mais c'est un réflexe. Pourquoi l'augmentation de la fréquence cardiaque par l'organisme, ça va toucher la circulation, ou ça va toucher le cœur négativement? Alors, si vous arrivez à répondre, quelqu'un, remplissage ne sera pas de qualité, d'accord? Ah, d'accord. Mais je veux un mot-clé. C'est presque ça. Ça va diminuer davantage le volume d'éjection, d'accord. On va diminuer le volume d'éjection, d'accord. Mais c'est pas ça vraiment, c'est pas ça le but. Bien sûr, c'est une partie. C'est une partie. D'accord. Moins d'irrigation du cœur, exactement, c'est ça. D'accord, c'est ça. Très bien. Donc, on sait bien que le cœur, il est vascularisé durant la diastole. L'irrigation des coronaires, elle est faite au niveau de la diastole. Donc, si on augmente la fréquence cardiaque, donc la durée de la systole et la durée de la diastole, ça sera diminué. Donc, comme vous avez dit, on aura un remplissage ventriculaire qui est diminué, de 1, donc volume d'éjection diminué, et bien sûr, une légère ischémie cardiaque. Parce que le débit cardiaque, l'irrigation des coronaires ne sera pas efficace, il ne sera pas comme avant, parce que la durée de la diastole il sera diminuée par augmentation de la fréquence cardiaque. Donc, pour la fréquence cardiaque, donc la compensation de la fréquence cardiaque, c'est pas bien. Donc, ça juste aggrave la situation. On passe. Pour la dilatation ventriculaire, la loi de Starling. Pour ne pas perdre du temps, je vais répondre brièvement. Alors, comme j'ai déjà dit, que la dilatation, plus que la dilatation augmente, plus que la contraction augmente. Jusque-là, c'est une réaction physiologique du corps. Mais à un certain moment, on va passer à une dilatation qui n'est pas récupérable. Mais une dilatation ventriculaire qui n'est pas récupérable, on a passé à la pathologique.
Donc, même si on dépasse un seuil de dilatation, la contraction ne sera pas efficace. Et vous savez bien que le cœur, c'est un muscle. C'est un muscle qui va s'épuiser par la suite. Donc, tu as un problème au niveau de fréquence cardiaque, tu as un problème de dilatation ventriculaire qui va être dépassé. Bien sûr, c'est la loi de Starling. Et on va passer à la loi de la place. Comme j'ai expliqué que la tension pariétale, elle est dépendante à la post-charge, le diamètre et l'épaisseur. Alors, le cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer la tension pariétale. Excusez-moi, il va diminuer la tension pariétale. Et qui dit tension pariétale, c'est la post-charge. Donc, pour diminuer la tension pariétale, on va diminuer la post-charge. Et je vous dis que pour diminuer ces post-charges, si il faut augmenter l'épaisseur de la paroi. Vous pouvez analyser l'équation après, mais généralement, je vous dis que pour diminuer l'épaisseur de la paroi, pour diminuer la post-charge, il faut augmenter l'épaisseur de la paroi. Donc, c'est comme que le cœur, il va fournir beaucoup d'efforts contre la post-charge que tu as. Et automatiquement, ça va être diminué. Donc, tu auras une HVG. Et bien sûr, si tu as une HVG, ça va altérer quoi? L'insuffisance cardiaque. Ça va donner comme quoi? Problème de quoi, s'il vous plaît? Répondez-moi à la question. Alors, si tu as une HVG installée, qu'est-ce que tu auras par la suite? Exactement la précharge. La précharge, ça va être touché. Donc, le volume d'éjection systolique, ça va être touché. Toujours, référez-vous aux paramètres que j'ai listés au début. Tu as la précharge, tu as la post-charge et tu as bien sûr la contractilité. Dans ces paramètres, si tu as une hypertrophie ventriculaire, augmentation de l'épaisseur, c'est qu'il va donner une diminution du diamètre. Et qui dit diminution du diamètre, on va parler de la précharge. Donc, problème de remplissage. Donc, tous ces mécanismes compensatrices cardiaques, ils participent juste à l'aggravation de l'insuffisance cardiaque et c'est un cercle vicieux. J'espère que vous avez compris cette partie-là. Je vais passer à cette partie qui est périphérique. Les mécanismes de compensation périphérique, on a dit que pour irriguer les tissus, oxygéner les tissus, il faut, et on a un débit cardiaque diminué. D'après cette équation-là, qu'est-ce qu'il faut augmenter? Il faut augmenter les résistances périphériques totales. Et vous savez bien, vous êtes tous des médecins, etc. Dites-moi quel est le paramètre qui va avoir lieu ici pour augmenter cette pression-là. Alors, donnez-moi une... Exactement. La stimulation sympathique. Quoi d'autre? D'accord, je vais essayer d'aller plus vite. Donc, on a périphérique, l'activation du système adrénergique, système rénine-angiotensine, etc. On a l'augmentation de la fréquence cardiaque, de l'inotropisme par le biais des catécholamines. Ça va juste augmenter la fréquence cardiaque. Et on a dit que l'augmentation de la fréquence cardiaque, ça aggrave la situation. On a aussi une vasoconstriction périphérique. On a aussi une stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Et comme je vous ai déjà dit, qu'une vasoconstriction périphérique, ça augmente. Ça va donner quoi? Bien sûr, on va avoir un débit rapide pour les tissus, pour les oxygéner, mais en même temps, on aura une augmentation de la post-charge, parce que la vasoconstriction, c'est l'augmentation des résistances partielles totales. Donc, augmentation de la post-charge, ce qui va toucher le cœur directement en cas d'insuffisance cardiaque. Et bien sûr, on a stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone qui va donner une augmentation de l'angiotensine 2 et un effet vasoconstrictrice fort. Et qui dit effet vasoconstrictrice, ça veut dire augmentation de la post-charge. Aussi, quoi d'autre? On a une sécrétion de l'aldostérone, d'où l'augmentation de la rétention hydrosodée. Vous savez très bien que si on fait une rétention hydrosodée, ça veut dire augmentation de la volémie. Très bien. Donc, si on augmente la volémie, on va augmenter le volume d'éjection systolique. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on aura comme conséquence? Le cœur, il va s'épuiser. Le cœur, il n'arrive pas à réguler toutes ces pressions de remplissage augmentées avec le volume. Donc, le cœur, il y aura un peu de temps et il va
elle va échouer à faire des contractions efficaces. Donc, même si la volume augmente et le volume d'éjection augmente, mais là, tu as déjà des problèmes associés, tu as un problème de contraction, tu as une dilatation qui s'installe, tu as une HVG qui s'installe. Donc, généralement, cette rétention hydrosodique ou d'augmentation de la volémie, ça va juste aggraver la situation. Et le cœur, il va échouer et on aura par la suite des signes congestifs pulmonaires. Bien sûr, on aura comme conséquence aussi une sécrétion de la BMP. Et je vous dis que c'est la seule réaction compensatrice par le cœur qui est efficace. Alors, cette BMP, elle a un effet diurétique et vasodilatateur. Et comme vous savez, que dont on a besoin, le truc dont on a besoin, c'est la vasodilatation et bien sûr diminuer la volémie. On va aller contre ces paramètres-là. Tout ce qui précède, ça va aggraver la situation, mais le seul point clé ici, c'est la sécrétion de la BMP. Alors bien sûr, la BMP, c'est une hormone qui est sécrétée au niveau cardiaque. Alors, pour cette BMP, elle régule la pression artérielle, elle élimine l'excès du sodium et de l'eau, et bien sûr, elle donne une protection du cœur. Et à savoir, bien sûr, que les catécholamines et l'aldostérone ont un effet toxique sur le myocarde, et les aldostérones ont un effet fibrosant sur le myocarde. Et vous savez très bien que l'activation du système adrénergique et l'augmentation de la fréquence cardiaque, on aura une augmentation énorme des catécholamines et de l'aldostérone qui sont déjà toxiques pour le myocarde. Donc, tout ça participe à l'aggravation de l'insuffisance cardiaque. Et c'est ça la physiopathie. On a terminé. Conclusion, les mécanismes de compensation aggravent la situation. Je pense que c'est clair. Pour le moment, tout est clair. Très bien. Alors, je vais enchaîner avec le traitement très rapidement, c'est pas grand-chose. Et pour la partie de sémiologique, examen physique et tout ça, c'est pas vraiment très important. D'accord, d'accord. Donc, vous arrivez à voir le diapo. Alors, comme j'ai déjà dit, que la partie du traitement, on va l'enchaîner directement avec la partie physiopathologique. Donc, comme que vous avez compris, que tous ces mécanismes de compensation, soit cardiaques, soit périphériques, ils n'aboutissent qu'à aggraver la situation. Donc, le traitement, ça touche quoi? Alors, le traitement de l'insuffisance cardiaque, il présente plusieurs volets. Le traitement de la cardiopathie causale dépend de l'étiologie, mais si bien sûr on traite l'étiologie, on ne va pas aboutir à une insuffisance cardiaque. Donc c'est un autre chapitre. On va parler d'un traitement symptomatique. Ce traitement symptomatique, il va lutter contre les mécanismes de compensation. Et comme vous savez que les mécanismes de compensation, ils font juste qu'aggraver la situation. Donc actuellement, les seuls traitements ayant démontré une diminution de mortalité dans l'insuffisance cardiaque sont les traitements agissant sur le système hormonal. Donc, on a les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, on a la sacubitril, le valsartan, qui est une inhibition de la dégradation de la BNP. Et comme je vous ai déjà dit, que la BNP, c'est une hormone sécrétée par le cœur lorsque le cœur il est en souffrance. Donc, tu auras par exemple la troponine qui est synthétisée lors d'une ischémie cardiaque. Et tu as la BNP qui est sécrétée lorsque tu as une dilatation excessive des muscles cardiaques ou des fibres d'actine ou de myosine. Et ces fibres d'actine ou de myosine, lorsqu'ils sont au point de dissocier, c'est ça qui va lancer cette sécrétion de BNP. Comme on a dit que la BNP elle a un rôle sur
sur la protection cardiaque, et bien sûr un effet diurétique et un effet vasodilatateur. Et tous ces paramètres, c'est bien dans ce contexte. On a bien sûr l'antagoniste, l'ARA2, de l'angiotensin, on a des bêta-bloquants, on va voir par la suite chaque médicament et où il va agir précisément. On a aussi un antagoniste de l'aldostérone, spironolactone ou éplérenone. Et bien sûr, on a la molécule la plus récente. Elle est utilisée, généralement, elle est utilisée dans tous les services de cardiologie. C'est l'inhibiteur SGLT2. En fait, elle est utilisée en endocrino et elle est utilisée en cardiologie parce qu'elle a un effet. On va voir par la suite. On va faire une diapo spécifique pour cette molécule-là. D'accord. Alors, au niveau cardiaque, on a déjà dit que chaque partie elle a un effet compensatrice, mais en même temps, elle a un effet négatif sur le cœur. Donc, je vous pose la question. Pour cette partie-là, pour la fréquence cardiaque, qu'est-ce qui va être touché? Quel médicament on va utiliser pour lutter contre l'augmentation de la fréquence cardiaque? Répondez-moi en commentaire, s'il vous plaît. D'accord? Bêta-bloquants, très bien. Exactement. Donc, on va utiliser ici les bêta-bloquants. Et pour le remodelage ventriculaire, on va utiliser les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Sincèrement, je ne connais pas le mécanisme pharmacologique, mais généralement, pour lutter contre la dilatation ventriculaire et pour lutter contre l'HVG, bien sûr, qui dit HVG, dit en diminution du volume d'éjection systolique. Donc, on va utiliser les bêta-bloquants pour lutter contre l'augmentation de la fréquence cardiaque et on va utiliser les inhibiteurs de l'enzyme de convection pour lutter contre le remodelage ventriculaire. Le remodelage ventriculaire, tu as deux volets. Tu as la dilatation qui est au premier lieu physiologique, mais lorsqu'elle passe à la pathologique, tu auras une catastrophe. Et bien sûr, on aura aussi l'HVG, donc généralement IEC, il lutte contre le remodelage ventriculaire. Très bien. Et au niveau périphérique, dites-moi quel système on va utiliser pour lutter contre l'activation du système adrénergique. Répondez-moi aux commentaires, s'il vous plaît. D'accord, IEC, ARA2, très bien. Exactement. Donc, on va utiliser les ARA2. Voilà, j'ai oublié de le mentionner, mais on va utiliser les ARA2 ici, le valsartan pour l'augmentation de l'angiotensine 2. Et bien sûr, on va utiliser l'IEC parce que c'est un inhibiteur de l'enzyme de conversion. Il faut juste voir la chaîne du système rénine, angiotensine, aldostérone. Ici, ça vient au début et ici, ça vient après. Mais généralement, les IEC, les ARA2, ils sont néphroprotecteurs, cardioprotecteurs, etc. Et bien sûr, on va utiliser la spironolactone. Pourquoi? La spironolactone, c'est un anti-aldostérone. Et on sait bien que l'aldostérone a comme rôle l'augmentation de la rétention hydrosodique, ce qui est grave dans ce contexte. Parce que si on augmente la rétention d'eau, on va augmenter la volémie. Et lorsqu'on augmente la volémie, on va poser une plus grande surcharge sur le cœur. Un effort énorme sur le corps donc ce qui va bien sûr on aura il va échouer tout simplement, d'accord. Donc on a la spironolactone, anti-aldostérone et bien sûr on va utiliser aussi les anti-BMP comme j'ai mentionné ici. Voilà, inhibition de la dégradation de la BMP parce que on a vraiment besoin de cette BMP le plus longtemps possible parce qu'elle va être synthétisée, mais elle va être dégradée en même temps, l'apoptose cellulaire. Donc, on a besoin que la BMP reste dans notre cœur le plus possible, bien sûr, pour ne pas utiliser plus de diurétiques, plus de médicaments, parce que c'est un effet physiologique. Donc, c'est très bien. C'est une hormone très importante. Très bien.
Et bien sûr, on a les diurétiques, mais je vous dis que les diurétiques, ils sont utilisés surtout dans un contexte d'urgence. Alors, c'est le traitement de base de la rétention hydrosodée ayant pour but de diminuer les symptômes en diminuant les signes congestifs. Donc, généralement, ces diurétiques, ils sont utilisés dans un contexte d'urgence parce que le moment où tu as installation des signes congestifs, il faut aller aux urgences. Et lorsque le patient est stabilisé après dans un service de cardiologie, etc., on arrête le traitement. Bon, le but est d'atteindre le volume pour éviter les signes congestifs avec la dose la plus faible de diurétique et on utilise surtout l'aldactone. Comme je vous dis ici, pas de signe congestif. Donc, si tu n'as pas de signe congestif, donc tu es bien. Ce n'est pas la peine d'utiliser le diurétique. Sinon, tu auras une déshydratation. Et c'est bien sûr, c'est grave pour un sujet qui a une insuffisance cardiaque. Parce que si tu as une déshydratation, le cœur il va fournir plus d'efforts et ça va aboutir aux mêmes conséquences. Alors, on a aussi l'inhibiteur de la SGLT2 qui est la nouvelle recommandation. Donc, elle est de 2021, mais c'est la même pour 2023 et c'est utilisé jusqu'à maintenant. Les inhibiteurs ce sont des inhibiteurs de cotransporteurs sodium-glucose de type 2 constituent une toute nouvelle de classe de traitement indiquée pour les patients avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, les diabétiques type 2 parce que, comme j'ai dit, ce sont des cotransporteurs sodium-glucose. Donc, généralement, elle est utilisée chez les diabétiques et chez les personnes qui ont une hypertension artérielle avec une HVG, etc. Donc, c'est vraiment une molécule très intéressante. Et bien sûr, les maladies rénales chroniques. Bon, on a fait la majeure partie du cours. Je pense que c'est vraiment clair. La physiopathe, c'est la base du cours. On a enchaîné avec le traitement et je pense que c'est clair. Si vous avez une question pour cette partie, là, pour la physiopathe ou la partie du traitement, vous pouvez me poser une question dans les commentaires, s'il vous plaît. Sinon, je peux continuer. C'est clair? Ouais, d'accord. Donc, je continue. Pour les symptômes, les signes cliniques, je pense que c'est déjà très clair, c'est pas vraiment intéressant. Bon, on a la dyspnée, on a l'asthénie, on a la prise de poids, on a les œdèmes des membres inférieurs. Et bien sûr, si tu as des œdèmes des membres inférieurs, il faut penser à une insuffisance cardiaque droite plus qu'une insuffisance cardiaque gauche. Tu as aussi d'autres signes moins spécifiques, des troubles digestifs par rapport au bas débit mésentérique du foie cardiaque. Tu as un ralentissement psychomoteur, dépression, perte d'appétit, etc. Tu as aussi des symptômes d'insuffisance cardiaque droite, une hépatalgie d'effort, pesanteur ressentie à l'effort au niveau de l'hypocondre droit. Donc, généralement, c'est cliniquement. Tu as une pression artérielle pincée avec une pression artérielle systolique qui est basse, bien sûr. Tu as un choc de pointe étalé, prise de poids restante de l'insuffisance cardiaque congestive, une cachexie, perte de poids, de l'insuffisance cardiaque terminale, mais tout ça, je vous garantis, dans un terrain d'urgence, vous n'allez pas penser à ça. Bien sûr, même que l'auscultation cardiaque, même les cardiologues, ils ne font pas ça. Ils cherchent surtout les œdèmes, les crépitants. Ne vous débrouillez pas avec le galop, etc. Ce sont des détails. Tu peux vraiment faire le diagnostic même sans stéthoscope, je vous assure. Donc, tu as l'auscultation cardiaque, tu as la tachycardie. Bien sûr, comme je vous ai déjà expliqué, c'est un mécanisme de compensation. Tu as le galop protodiastolique, tu as la présystolique, tu as le souffle holosystolique et l'état du deuxième druide voyez, pulmonaire. Mais tout ça, vraiment, dans un contexte d'urgence, tu n'as même pas le temps pour penser à ça. Bien sûr, on a l'auscultation pulmonaire, mais ça, c'est très important. Alors, tu as les râles crépitants et tu as une diminution des murmures vésiculaires dans les bases. Bon, je vous assure, je vous donne un petit astuce. Si vous êtes en cas d'urgence, dans un état d'urgence, tu trouves bien sûr un patient en état d'urgence et tu auscultes. Et tu as en même temps des insuffisances cardiaques
il y a une suspicion d'insuffisance cardiaque droite ou gauche, et à l'auscultation, tu trouves des crépitants, mais ces crépitants, tu les trouves juste à la partie, au niveau de l'apex, c'est pas la partie basale. Bon, c'est une astuce. Si tu trouves qu'avec tous ces signes-là, et tu ne sais même pas que c'est une insuffisance cardiaque droite ou gauche, parce qu'à un certain moment, ça peut être une insuffisance cardiaque globale, mais si tu trouves que juste les crépitants au niveau de l'apex, c'est surtout une insuffisance cardiaque gauche. C'est vraiment une insuffisance cardiaque gauche jusqu'à preuve de contraire. Donc, c'est un point clé, très important. Et bien sûr, rechercher des signes cliniques d'insuffisance cardiaque droite, comme les œdèmes des membres inférieurs, la turgescence jugulaire, etc. Pour les étiologies, alors il y a beaucoup, ce n'est pas vraiment important, mais on va passer rapidement. Tu as les cardiopathies ischémiques. Bien sûr, c'est la première cause parce que ça va donner une ischémie cardiaque. Par la suite, ça va donner une akinésie cardiaque. Problème de contractilité. Une cardiomyopathie par atteinte directe du myocarde, bien sûr. Donc, cette atteinte peut se traduire initialement par une dysfonction diastolique. Avec la progression de la maladie, toutes les cardiomyopathies peuvent évoluer vers une insuffisance cardiaque. Bon, tu as les cardiomyopathies, tu as les valvulopathies, tu as les maladies péricardiques, endopéricardiques, endomyocardiques, tu as l'hypertension artérielle. Qui dit hypertension artérielle, on a une HTA qui va donner une HVG qui a donné une cardiomyopathie dilatée par la suite, parce que tu ne peux pas avoir une HVG durant toute la vie. C'est une HVG compensatrice qui va par la suite donner un épuisement cardiaque, et bien sûr tu vas passer à la dilatation cardiaque après l'HVG, et bien sûr tu auras l'insuffisance cardiaque, parce que l'insuffisance cardiaque, c'est surtout la dilatation. Et la dilatation n'est pas récupérable. Et tu as aussi les troubles de rythme de la conduction, les cardiopathies congénitales et l'insuffisance cardiaque à débit élevé. Désolé, donc tu as l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Alors les 5 étiologies à rechercher, c'est la cardiomyopathie ischémique, dans toute atteinte, il faut chercher surtout l'étiologie, parce que tu peux avoir un infarctus de myocarde qui va donner par la suite une insuffisance cardiaque. Donc ne focalise pas surtout sur l'insuffisance cardiaque, mais surtout sur les étiologies. Et c'est ça, c'est la base. Il suffit de faire un ECG et de confirmer le diagnostic. Tu as l'HTA, tu as les cardiomyopathies hypertrophiques, les cardiomyopathies restrictives et les péricardites constrictives. Il faut mémoriser ces 5 étiologie. Et bien sûr, comment faire le diagnostic, c'est vraiment très simple. Comme on a parlé, cliniquement, bien sûr, tu as le CG quasiment jamais normal. En cas de dysfonction du ventricule gauche systolique, ça veut dire moins de 40%. Mais généralement, devant une insuffisance cardiaque, c'est surtout la BNP. Si le CG, ça va surtout aider pour trouver l'étiologie, soit une œdème, péricardite, etc. Mais la BNP, c'est la base. Alors, bien sûr, tu auras une augmentation de la BNP à cause de la dilatation. Et tu as aussi le TT qui va donner le TT, c'est vraiment pour stadifier, en fait, pour dire que pour voir la fraction d'éjection. Et c'est l'affaire, bien sûr, du cardiologue à faire tout ça. Ça suffit de demander. Bien sûr, tu ne vas pas attendre la BNP pour confirmer le diagnostic. C'est vraiment cliniquement, si tu suspectes le diagnostic, tu vas appeler le cardiologue sur place. Parce que c'est une urgence et il faut que le patient soit hospitalisé et passer les traitements. Et bien sûr, l'évolution, l'affection peut rarement être complètement réversible après le traitement de la cardiopathie causale ou spontanément. En général, les signes fonctionnels se stabilisent sous traitement, mais la fonction ventriculaire se dégrade peu à peu. Cette aggravation progressive est en général entrecoupée de poussées évolutives. Le stade ultime de l'insuffisance cardiaque globale, associant des signes d'insuffisance cardiaque gauche et signes d'insuffisance cardiaque droite. La moitié des patients décèdent dans les 4 ans suivant le diagnostic. Donc, je vous assure que c'est plus grave que le cancer. C'est plus grave. Les causes de décès dans l'insuffisance cardiaque sont principalement cardiovasculaires, ou une mort subite, ou une aggravation de l'insuffisance cardiaque.
Et pour les complications, tu as le trouble de rythme ventriculaire, tu as 50% du décès survient par une mort subite à cause d'un trouble de rythme ventriculaire, tu as l'insuffisance cardiaque chronique de l'adulte, alors sauf un traitement bien sûr, si tu n'as pas de traitement, tu as toutes les complications, les accidents thromboemboliques sont fréquents, le bas débit peut être responsable d'une hypoperfusion cérébrale, l'insuffisance cardiaque évolue vers l'insuffisance cardiaque globale, euh, bien sûr, à un stade terminal, on peut être amené à se trouver dans une situation de bas débit profond et tu as une hypotension sévère, etc. Tu peux même passer à un état de choc, etc. Et c'est tout. Et merci. Bon, posez-moi une question si vous avez quelques questions. S'il vous plaît, pourquoi dans l'insuffisance cardiaque, fraction d'éjection préservée, pourquoi on n'a pas d'altération de la fonction diastolique? D'accord. Je reviens à la diapo pour voir la définition. D'accord. En fait, c'est totalement le contraire. Ce que vous avez dit, c'est pourquoi dans l'insuffisance cardiaque, à fraction d'éjection préservée, pourquoi on n'a pas d'altération de la fonction diastolique. En fait, c'est ça. Pour la fraction, pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, tu as une fonction diastolique qui est touchée. Pas la systolique, c'est la diastolique. Je ne comprends pas la question, mais c'est la diastolique qui est touchée, c'est pas la systolique. En fait, c'est ce que vous avez dit déjà. C'est la diastolique qui est touchée. Et c'est un problème de remplissage. Donc, c'est la précharge qui va être touchée. C'est clair, Samir? Je pense que c'est clair. C'est la diastolique qui est touchée. Et pour la première, moins de 40%, c'est les deux qui sont touchés, mais surtout la systolique. Non, non, c'est la diastolique. Vous avez une autre question? Avec plaisir. مرحبا. Merci. Bien sûr. Merci.